Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guyane, actualité. Ce matin 5h, nous partageons l'essentiel de l'actualité avec vous avec cette bonne nouvelle, la compagnie Sky High qui ouvre donc une nouvelle ligne entre la Martinique et la Guyane. Dès le 13 décembre de cette année, la compagnie aérienne dominicaine va proposer une nouvelle rotation entre Fort-de-France et la Guyane. Et il ne s'agit pas de faire concurrence à Air France, ce que nous expliquait Gladys Maragnès, la responsable commerciale des destinations françaises pour Sky High, mais plutôt d'être une alternative qui vous coûtera pas moins de 499 € et qui va faire beaucoup de bien à tout le monde. Nous connaissons les vainqueurs de la Coupe de France Zone Guyane. Il s'agit du Cosma chez les garçons qui a réussi à défaire la SC Tour ainsi que de l'US Sinamari chez les filles avec des matchs qui auront lieu dans 2 semaines. Le 25 novembre, le Cosma jouera d'ailleurs à domicile à Saint-Laurent du Maroni. Le tout, vous pourrez l'entendre et en savoir un peu plus dès ce soir 18h15 avec José Blaisès dans son Patawa Sport. On a parlé également des RUP qui réaffirment leur volonté d'une prise en compte de leurs spécificités par l'Union européenne. Et Thibaut de Chaviga, lui, nous expliquait de quelle manière ça se ferait, lui qui est en charge des affaires européennes, représenter la Guyane. Il est le 3e vice-président de la CTG. Selon lui, la prise en charge des spécificités des territoires ultramarins n'est pas assez appliquée. C'est le cas par exemple d'une réglementation sur la déforestation que l'élu était venu défendre. Lors de ce rendez-vous, nous avons aussi parler de ce collectif guyanais qui apporte son soutien à la cause palestinienne Free Palestine, qui est composé de 5 organisations et pas des moindres, ceux de l'éducation, le syndicat, le M2S ou encore l'organisation guyanaise des droits humains qui souhaiterait que la société guyanaise puisse s'intéresser un peu plus à ces conflits qui selon eux pourraient très vite avoir des répercussions en Guyane. Et nous avons également pris connaissance de cette pirogue du droit que vous connaissez très bien maintenant qui est dans l'Est à partir d'aujourd'hui. L'objectif, on le rappelle, est de quand même faire le tour des communes isolées pour apporter gratuitement des conseils juridiques et administratifs aux populations. Elle sera à Saint-Georges aujourd'hui, demain à Trois-Palais-Tuviers et mercredi à Wanari si ils arrivent à Ponté, parce que vous le savez également dans l'actualité depuis maintenant quelques jours, nous l'avons appris et vous l'avez entendu sur Radio Pays que le ponton d'Arrimage a été tout simplement volé. Une grosse structure qui a été volée. On va savoir comment ça va se passer pour la pirogue du droit. L'actualité que vous retrouvez bien évidemment sur les réseaux de Radio Pays. Nous allons prendre connaissance de ce qui se passe, vous l'avez entendu avec Pedro, à l'école Gaëteux Hermine, celle qui est près de la rénovation urbaine, qui attend le rendez-vous cet après-midi avec Sandra Trochimara. Également, nous prendrons des nouvelles de ce qui se passe à Roura, dans cette résidence gérée par la Simco, qui n'a plus d'eau depuis maintenant quelques jours. L'actualité, vous la suivez sur nos réseaux, mais vous venez également en parler avec nous en direct au 05 94 25 76 25. Bonjour Ayo, comment ça va? Bonjour Kylian, je vais bien et on parle aujourd'hui du marché locatif qui lui va moins bien ici en Guyane. Le marché locatif guyanais qui est particulièrement cher. Les loyers en Guyane sont les plus chers de France, juste après Paris et la région parisienne, ce qui exclut beaucoup de personnes du marché locatif, en cause notamment le manque de logements sur le territoire. Le mois dernier encore, le Conseil national de l'habitat a affirmé qu'en la matière, les Outre-mer avaient 30 ans de retard sur l'Hexagone. C'est de ce sujet dont ont discuté des représentants de l'État, élus locaux, acteurs économiques et sociaux pour la première convention du groupe Action Logement interterritorial des Antilles et de la Guyane. C'était la semaine dernière et la situation est urgente. Elle est urgente. La construction de nouveaux logements ne va pas suffisamment vite, a regretté le président d'Action Logement, Bruno Arcadipane. On en parle aujourd'hui de cette situation avec Alain Chrétien Oacui. Il est le président de l'association CLCV, l'association de consommation locale et cadre de vie affiliée à l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission. Il s'agit aujourd'hui d'un coup de gueule, d'une situation qui perdure déjà depuis plusieurs années, sans aucune solution pour vous. Oui, ça dure depuis des années. Ce que nous avons fait un constat qui est dramatique. Oui. Et les députés l'ont déjà signalé. Ce qui manque aux communes, ce sont le foncier. Tant que
les communes n'auront pas ce foncier viabilisé, nous disons bien viabilisé, parce que nous avons 400 ans de retard, il faut que l'État mette les moyens. 400 ans à ce Ouais, 400 ans de retard concernant les infrastructures au niveau local. Donc il faut absolument que le foncier soit viabilisé et rétrocédé aux communes. Et c'est les communes maintenant qui doivent, avec leurs services, contacter les bailleurs, je dis bien les bailleurs, pour qu'il n'y ait pas de spéculation, qu'on ne dise pas qu'on va donner aux associations foncières de tel président ou tel président. Non, ce sont les communes qui décident pour savoir quel type de logement qu'ils veulent construire dans leur commune. Parce que hier, nous étions, je ne vais pas vous mentir, nous étions samedi à Roura, et M. Kylian en a parlé, la résidence actionneuse, c'est une opération qui n'est pas correctement réalisée, puisque les maisons se trouvent sur une montagne. Donc l'eau n'arrive pas. Et je compatis avec les locataires. Je viens de recevoir un message pour me dire que la SGDE est sur place, mais il faut qu'il remplace le surpresseur. Pensez-vous qu'au XXIe siècle, des enfants ne puissent pas avoir cette eau? L'eau, c'est la vie? C'est pas possible. Concernant les constructions, en se bat, ça fait des années et des années, nous disons que le type de construction qui sont réalisées dans ce département n'est pas fait pour nous. N'est pas fait pour nous. On va pas très loin. Sur le boulevard Mandela, regardez ce qui se passe. On est en train de... Et les maires, il y a certains maires qui n'aiment pas quand nous leur disons ça. Nous sommes en train de créer les ghettos de demain. Je dis bien, nous sommes en train de créer les ghettos de demain. Parce que vous passez dans les cités, les nouvelles résidences qu'ils construisent, il n'y a pas d'infrastructure pour permettre à ces enfants de s'adonner à leurs jeux favoris, par exemple une balançoire, tout ce qu'il faut. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je peux même vous emmener, vous allez voir. Il n'y a rien. C'est quand même particulier ce que vous dites, Alain Chrétien, parce que on le voit. Et aujourd'hui, en cette période où El Niño nous fait énormément du mal, on voit exactement les limites, toutes les limites de toutes les constructions qui ont été faites durant les 30 dernières années en Guyane, ce qu'on appelle de manière assez triviale les cages à poules, où il fait extrêmement chaud en ce moment. Aujourd'hui, si on n'investit pas dans un climatiseur qui lui-même souffre avec la chaleur, on est cantonné à ouvrir les portes, les fenêtres à la maison pour laisser passer de l'air. Et même en faisant ça, il fait vraiment très très chaud. Pourtant, on n'arrête pas de voir émerger des projets comme ça de cités. On en a un énorme qui a de pas de radio pays qui dans quelques mois va pouvoir accueillir les premiers locataires. On le voit notamment, vous m'en parliez à la ZAC Hibiscus qui va encore lancer d'autres projets. Pourquoi ça continue? Pourquoi on va dans cette direction? C'est pour gagner plus d'argent sur les impôts, sur le foncier? C'est parce qu'on n'a pas d'autre choix? Que se passe-t-il véritablement? C'est bien ça, c'est bien ça. Il n'y a pas une vision globale. Je ne vais pas critiquer nos élus, hein, ça, c'est pas... Non. Nous devrions travailler avec eux pour leur dire attention. C'est pas parce qu'un bailleur qui est tout puissant vient avec un projet de 250 logements et quand vous ouvrez l'enveloppe, vous voyez que ce ne sont que des collectifs. Nous disons, nous, au niveau de la CLCV, nous avons fait la démonstration en 2017. Nous avons fait une plateforme en disant qu'il nous faut 80% de logements bonnes pavillonnaires, c'est-à-dire tout type de pavillon, LES, bonne de duplex, avec jardin, abri voiture. C'est ce que demande la population. C'est ce que demandent ceux qui vont s'inscrire à la DIL. Nous avons une opération. Et Mme Ayodele Chama disait qu'il y a une convention. C'est bien moi, le président était là, il a raconté, il a dit ce qu'il voulait dire. Il éjecte de l'argent. Mais ça ne va pas vite au niveau des constructions. Nous disons, ça va vite et mal. On construit vite et mal. Pourquoi? Il y a une étude qui a été réalisée par l'INSEE. Ils nous disent qu'il y a 53% de pauvres. Mais nous disons qu'il y a plus que ça. Dans 10 ans, nous aurons encore plus de pauvres. Ne pensez-vous pas que c'est la CAF qui va payer le loyer de ces personnes? Non. Non. Il faut que nous trouvions un autre système, une autre mécanique pour que les bailleurs, l'État, la CAF, tout le monde, nous mettons... Parce que j'en ai marre de dire une table ronde. Qu'on arrête avec ça. Qu'il y ait du concret. Du concret, parce que là, ce que nous voyons à l'heure actuelle, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. De cesser de construire pour construire finalement et d'avoir un vrai plan, est-ce que c'est ce que vous dites? Oui. Nous voudrions qu'on fasse, que les bailleurs, les privés, construisent des bâtiments R+1, de logements rez-de-chaussée, 2 à l'étage. Et que ces logements soient bien ventilés, comme vous dites, et surtout bien équipés. Quand je dis bien équipés, c'est pas venir mettre un meuble en PVC, et vous le savez, un meuble PVC dans la cuisine, il n'y a pas de table de travail, il n'y a pas d'armoire pour permettre aux familles de mettre leur vaisselle, tout est par terre. Je peux vous emmener dans tous les logements, la vaisselle des demandeurs se trouve à terre.
Et surtout, ce sont des personnes qui ont des moyens limités pour payer un loyer. Donc, vous pensez que quand vous livrez des logements de ce type, au lieu de faire des fonds de placard avec des étagères et des portes, ça vous coûte absolument rien, une feuille de contreplaqué de 18 mm. Ça vous coûte absolument rien. Vous avez au moins, vous découpez ça, vous avez 6 morceaux pour mettre à l'intérieur des placards. Mais là, non. On peut faire vite et mal. Ils n'aiment pas entendre ça quand je dis ça. Quand vous vous asseyez avec les bailleurs et que vous discutez avec eux des différents problèmes, parce que généralement, et ça a été comme ça quand on a pu vous entendre parmi les premières fois sur Radio Pays, on parlait des difficultés que certaines personnes avaient à payer leur loyer, des nuisances également qu'il y avait dans certaines cités. On a parlé aussi des problèmes, notamment on se rappelle de cette cité qui n'est pas très loin d'ailleurs de Radio Pays, où il y avait ce flanc de montagne, ce pan de montagne qui, lorsqu'il pleuvait énormément, s'effondrait sur une partie du bâtiment. Lorsque vous parlez aux bailleurs, que vous leur expliquez que la manière dont sont construits ces appartements, ce qui est proposé aujourd'hui, ne correspond pas du tout à la réalité de la vie locale, on vous répond quoi, Alain Chrétien? Nous n'avons pas de réponse. Hein. Du moment qu'ils ont le permis. Ils foncent. Hein. Ils foncent. Ils n'attendent même pas que la terre, c'est-à-dire quand ils font le remblaiement, ils ne laissent même pas 1 an, 2 ans passer. Ils construisent tout de suite. Vous passez à Zéphyr, là, Vallée de Bourda. Ils sont en train de construire pour reloger les personnes qui sont dans les maisons individuelles à Zéphyr. Oui. Et là, nous avons... L'ancien quartier de Zéphyr, la 3e entrée? Voilà. Troisième, deuxième entrée. Les bonnes de maisons individuelles. Ils sont en train de construire des bâtiments à Vallée de Bourda, à l'entrée de Vallée de Bourda. Ça va vite et mal. Donc, quand les personnes seront logées, ils auront reçu leur attribution, les murs sont fissurés, les dalles sont fissurées, et après ils vont vous dire, la conception, on n'a pas pensé, on n'avait pas vu tout cela. Attendez, qu'on arrête. Et c'est pour ça que je dis, on veut construire vite et mal. Je le dis encore, vite et mal. Récemment, les briques de Guyane, pour ne pas les citer, ont mis en place une sorte de logement bioclimatique à partir de briques de Guyane et du bois. Il est réellement question de pouvoir mettre en place un logement qui soit adapté au climat guyanais, avec aussi un souci du porte-monnaie, de faire en sorte que ce soit facile et accessible aux loyers, ou plutôt aux ménages les plus précaires. Finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Et réellement, est-ce qu'on est là sur un débat autour de devenir propriétaire, ou on est vraiment sur le locatif? Nous disons, ce n'est pas la peine de faire de la spéculation. Ouais. C'est une belle initiative de la part des briques de Guyane. D'accord. J'ai vu ce type de logement du côté du centre commercial. Mais est-ce que, comme vous le dites, les familles guyanaises, parce qu'on n'a pas le prix, hein, on ne sait pas combien coûte un T2, un T3, un T4. Il faudrait qu'ils nous le disent. Parce que là, s'il faut aligner les maisons en briques et faites de bois également, avec ceux construits par les bailleurs ou les privés, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faudra, à mon avis, que ça soit fléché vers le bas. Oui. Avec un accès au foncier également, voilà, qui reste un sujet récurrent en Guyane. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut que le foncier soit viabilisé. Mettez votre casque, on a les premiers appels ce matin. Alain Chrétien Ouakoui et notre invité, le président de la CLCV. Nous faisons un état des lieux du parc locatif sur l'ensemble du territoire. Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour Kylian. Salut Dardeville, comment ça va? Bonjour Dardeville. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, il y a deux choses. C'est que les bailleurs sociaux ne tiennent pas compte de ce qu'on les dit. J'ai la mère de mon fils qui habite dans un truc social. On a dû tout refaire dans la cuisine parce qu'il n'y a pas de cuisine, c'est pas vrai. C'est comme il a dit, c'est un petit truc de même pas 2 mètres, même pas, qu'ils ont posé là, et puis pour eux c'est une cuisine. Mais c'est du premier choix au niveau matériel, premier prix. Je veux dire, tu sais, la plaque, c'est truc de... c'est celui qui a 20 € en promotion. C'est ceux qu'ils ont pris, ils ont débarrassé la société de ça. Bon, ça c'est un... Mais la chose la plus préoccupante, c'est que entre le ciel et la toiture, il n'y a même pas 3 mètres. Donc là, avec la chaleur qu'on a ici, on était obligé d'acheter 3 clims. Dans chaque chambre, mettre une clim. Et vous savez le prix d'une clim à présent en Guyane. Ça, c'est... Et la troisième chose, on n'a pas pensé à demain où vont tous ces véhicules qu'on met dans les cités.
Parce que c'est chouette de construire. Je regarde là sur Montjoly, je suis à Montjoly, je regarde sur Montjoly, ils ont construit près du lycée Vidal. On avait fait l'écoquartier. Et vous avez vu ce qui se passe là à côté? Tous les petits bâtiments qui sont en train de pousser là comme des champignons. Mais ces gens-là, comme pour descendre à Cayenne, comment ils vont faire? Parce qu'on n'a pas prévu ça. Les infrastructures routières aussi, il faut y penser. C'est pas comment on va loger toutes ces personnes-là qu'il faudra penser à eux. Sur ce, bonne fin de journée. Merci beaucoup, Daredevil. Merci, Et Daredevil. il y a Joseph qui pose la question, pourquoi les maires délivrent les permis de construire et d'occupation et pourquoi les financeurs réceptionnent ce genre de logement avec des malfaçons? Écoutez, quand vous avez les moyens financiers, c'est vous qui décidez. Hein. Donc les maires délivrent les permis sans pour autant consulter le dossier pour dire moi je veux pas. Je vais vous dire une chose. Nous avons été reçus par le maire de Matoury parce qu'il y avait un promoteur qui devait réaliser 250 logements à la levée. Quand on a ouvert l'enveloppe, nous avons vu que des bâtiments. Nous avons dit à monsieur le maire, nous au niveau de la CLCV, nous refusons de cautionner que vous acceptez qu'un promoteur vienne dans votre commune pour construire uniquement des bâtiments. Et bien ce qu'il a fait, il a dit au promoteur de changer son dossier. C'est quand même particulier ce que vous dites, Alain Chrétien, que la plupart des municipalités n'ouvrent pas les enveloppes pour voir le contenu du projet, pour voir ce qu'ils auraient proposé en termes d'infrastructure, en termes de logement sur leur commune. Ils doivent l'ouvrir, mais normalement, ils doivent frapper du poing pour dire moi je ne veux pas ça. Vous savez, il y a un maire que j'ai apprécié, personne âme. C'est l'ancien maire de Rémy à Montjoly. Il a eu le regret de faire sortir les âmes claires. Il a dit plus jamais ça. Bon, maintenant nous voyons, comme l'a cité l'auditeur, l'écoquartier. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? C'est une aberration. Et pourtant, nous avait dit que c'était pour des personnes comme vous, comme AED, si vous voulez acheter, il faut construire avec le système RTT ADOM, la réglementation thermique acoustique et aération, c'est-à-dire faire en bois, de façon à ce que votre maison soit ventilée. C'est pas ce que nous voyons là. On a l'impression que ces réglementations ne sont pas respectées en termes de ventilation, en termes de thermique. On passe dans beaucoup de cités. Et il y a aussi le processus de réhabilitation de cités historiques. On l'a vu à la rénovation urbaine. On le voit également à côté, à la Tour, avec notamment cette première phase de destruction des tours historiques. Mais d'autres quartiers, notamment, on le voit à Zifi, on le voit sur Rémy-en-Montjoly également, sur Matoury, sur Oura, et d'autres communes qui ont des quartiers historiques où il fait vraiment très très chaud. Et il semblerait que ce qui soit proposé soit copié-collé sur les mêmes erreurs qui ont été faites il y a 30 ou 40 ans. Mais je me demande si ce n'est pas le même architecte qui travaille pour tout le monde, qui a le même projet. C'est ça. Est-ce qu'il y a un concours d'architectes pour dire bon, on va prendre Mme Ayo de Légama, son projet est meilleur, mieux est présenté que le projet de M. Kylian. Est-ce qu'il y a un concours d'architectes? C'est ça. Ouais, mais même là-dessus, vous n'avez pas de réponse. Non, mais attendez. Du moment que le bailleur, c'est lui qui décide. Hein. Il construit, il fait ce qu'il veut. Hein. Et puis après, vous voyez les conséquences. Et c'est nous, par derrière, nous devrions aller régler tous les problèmes. Nous aurons un problème qui va se produire là. C'est derrière la Simcola Sigui. Je ne sais pas si vous connaissez, sur la rocade. Quand vous passez par derrière, Oui. il y a un nouvel opérateur, la Guyanaise HLM, qui a construit des maisons en bord de route. Il faudra aller voir ça, mesdames, messieurs. En bord de route. Ils ont eu un permis en bord de route. À l'intérieur, il n'y a pas d'aire de jeu pour les enfants. Les 3 résidences que vous... Les 4. Ça fait combien de personnes à peu près qui... Là, il y a au moins 300... Déjà, il y a 300 personnes. Avec ceux qui vont livrer là, il y aura au moins 800 personnes là. Donc, vous voyez? Et les personnes qui habitent au lotissement Tamarinier seront embêtées. Ils seront embêtés. Parce que les gamins ne vont pas rester là. Hein. Ils vont traverser. Hein. Ils iront embêter les propriétaires. Hein. Trop de promiscuité finalement, trop de promiscuité, des logements vite fait, bien fait, comme vous disiez. Vite fait, mal fait. Vite fait, mal fait, excusez-moi. Avec un prix finalement très rédhibitoire également, 16,57 € le mètre carré pour Kourou, par exemple, 15,63 € le mètre carré pour Rémy-en-Montjoly, etc. Je ne vais pas tous les citer, allez faire un tour sur le site de l'ODEC, vous allez pouvoir trouver ces informations. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des autorités? Baisser les loyers, arranger également la construction, faire en sorte qu'ils soient plus adaptés aux réalités? La demande, elle est forte. La demande, elle est forte. Mais l'offre ne suit pas. Et c'est ce qui permet aux propriétaires d'augmenter le prix du loyer. Parce que si vous avez une villa, vous voulez avoir cette villa à 1 000 €, celui qui vient derrière, on lui propose à 1 500 €. Et c'est ça. Donc il faudrait... En fait, c'est comme une vente aux enchères, en fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, tant que
il n'y aura pas cette stabilité. Et comme je le disais encore, et je ne cesserai de le répéter, il faut viabiliser les terrains. Viabiliser les terrains pour que les prix soient fléchés vers le bas. Tant qu'on n'aurait pas fait ça, nous n'aurions pas fait ça, on aura cette spéculation où chacun mettra le prix qu'il veut. Par contre, ce que vous avez cité là, c'est pour les propriétaires privés. Chez les bailleurs sociaux, tout est réglementé. J'ai là, en 2022, le prix du mètre carré pour des loyers intermédiaires, par exemple PLS ou PLI. On est sur du 7 euros. Il est 10,55 €. Oui. Le loyer social, il est à 8,13 €. Et le loyer très social, il est à 6,33 €. Vous voyez, c'est bien cadré. Mais chez les privés, c'est pas cadré. C'est libre, donc j'ai le droit de mettre le prix que je veux. Alain Cressiran, on voit de plus en plus de Guyanais, quelle que soit la difficulté financière qu'ils puissent avoir, qui n'ont plus envie de se retrouver dans des bâtiments, notamment à cause des incivilités. On le voit, notamment également à cause de cette promiscuité dont parlait Ayo. On entend tout ce qui se passe chez le voisin, tout, mais vraiment tout. Et surtout à cause aussi du risque social. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent en Guyane. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tabou dessus, où on voit dans certaines cités émerger beaucoup de confrontations communautaires. Il y a vraiment des communautés qui sont segmentées et qui s'affrontent. Alors avant, ça se réglait autour d'une partie de football ou de basket. Aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus loin. Ce sont des choses qui sont prises en compte par les bailleurs. Est-ce qu'on entend, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que vous lancez ce cri d'alarme en disant attention, aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer. Il y aura une véritable explosion sociale dans les cités et beaucoup de problèmes humains. Est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on vous écoute quand vous en parlez? On en parle suffisamment. Nous disons, attention, c'est une bombe sociale qui est en train de se préparer pour nous. Tant que les bailleurs n'auront pas compris ça, il ne suffit pas de construire. Construire à tout va, et derrière, il n'y a rien qui suit. Nous, ce qu'on demande, au niveau des bailleurs, au niveau de l'État, ils doivent nous écouter. Faisons ce qui est simple. Construisons des maisons de ville. C'est ce que les demandeurs demandent. Je vais le redire encore. Vous allez à Soula. Il n'y a qu'une entrée, il n'y a qu'une sortie. Vous prenez la voie principale, vous allez jusqu'au fond. Vous n'allez voir que des bâtiments. Que des bâtiments. Et, je vais le dire encore, il y a un bâtiment qui a été financé par Action Logement. Et c'est la Simco qui a réalisé cette opération. La résidence Toucan, 82 logements. Il y a 40 logements qui sont réservés à Action Logement. Et les salariés ne veulent pas y aller. Donc, posons-nous la bonne question. Cette question aujourd'hui. C'est de construire des maisons de ville. Qui doit y répondre? Je vous pose une question, excusez-moi, elle semble paraître un peu naïve. Il n'y a pas une autorité de régulation, un gendarme ici localement qui ne soit pas dépendant du national, qui puisse également régler les problèmes, parce que le national vient avec une vision nationale, avec peut-être, et on peut pas non plus les blâmer pour cela, une méconnaissance totale de la réalité guyanaise. Parfois, là, Bruno Arcodipane est arrivé en Guyane, il fait chaud, donc il a pu vraiment voir les problèmes, mais il y a énormément de problèmes qui sont déjà connu par tout le monde et qui existe. Qui aujourd'hui en Guyane est garant de cette autorité de régulation, de contrôle? C'est le préfet. C'est monsieur le préfet. Oui, donc ça reste encore le national. Voilà. Quel rôle joue l'Agence d'urbanisme et de développement de la Guyane? Je me demande s'ils sont écoutés. Je me demande s'ils sont écoutés. Vous avez l'EFPAG. Vous savez qui dirige l'EFPAG. Oui. Et son président, qui est le président de la collectivité territoriale. Est-ce que le président de la collectivité territoriale, je ne vais pas lui jeter la pierre du tout, est-ce qu'il tape du poing pour dire voilà? Est-ce qu'il est au courant des problèmes? Ça, je ne sais rien. Est-ce que vous faites remonter les problèmes? Nous avons une réunion avec lui, il y a une dizaine de jours, avec les bailleurs, et nous avons tapé du poing. Nous avons dit ce que nous devions dire. Il faudrait que dorénavant, nous travaillions avec les collectivités et les bailleurs. C'est terminé de faire ce que nous voyons en ce moment-là. 8h46, vous appelez en direct. Bonjour. Salut Kylian, salut à ton invité. Salut Diego, comment ça va? Bonjour, bienvenue. La mixité sociale, ça ne fonctionne pas. Mettre les gens... Il y a eu un exemple simple, c'était à Rémire, les Alizés. On a mis des Guyanais, on a mis des Brésiliens, on a mis des Haïtiens. Au fur et à mesure, les Guyanais sont partis, les uns après les autres. Les uns après les autres. Donc ça ne fonctionne pas, la mixité sociale. Oui, mais ça marchait dans les années 80-90 à Kourou. Oui, parce que les gens, ils étaient intégrés. Donc si les gens ne sont pas intégrés, comment tu veux qu'ils se mixent, Kylian? T'as vu le flot de gens qui arrivent dans le pays? À quel moment les gens sont intégrés? Mais le problème est là.
Lorsque il parle, votre invité, en Guyane, on construit des logements sans faire les voiries. Regardons les autres pays. On fait d'abord les voies, on viabilise, on fait les entrées et les sorties, on fait des logements. Et si on fait des logements, on fait des routes après. Comment tu veux que ça fonctionne? Cela est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu sors le matin, Soula, tu as une queue jusqu'à pas finir. Il y a une entrée et une sortie. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. À croire que nos élus, ils ne voient pas la réalité. J'ai l'impression qu'on ne voit pas les problèmes. On fait l'autruche parce qu'il faut construire, on fait des cages à poules. À Rémy, ils font des cages à poules. Ils auraient pu mettre des agglos. Ils ont mis du béton branché. Mm-hmm. Quand tu mets du béton branché, une fois que ça a pris le soleil toute la journée, le soir, il peut rester toute la chaleur. Hein. C'est pas compliqué. Hein. On sait qu'un béton, une fois qu'il a absorbé la chaleur, il va te le rester le soir. Donc le soir, tu vas voir chaud dans un appart. Donc tu vas climatiser, mais comme c'est pas prévu pour être climatisé, tu vas climatiser, tu vas acheter de l'argent puisque... Ouais, la clim, elle va tourner encore 2 fois plus, oui. Non, mais les fenêtres ne sont pas prévues pour être isolées, enfin, il n'y a rien de prévu. Ouais. Rien de prévu. Alors qu'on avait la solution. Mettre des plafonds hauts, ventiler des trucs de traversants, mais on ne fait pas ça. On fait pour faire. Bon, quand tu dis aux gens, on est aujourd'hui sur un problème de coût, il n'y a que le coût, il faut loger. Mais bon, on fait ce qu'on est en train de casser en France. En France, ils cassent les bars. Nous, on construit des bars. À croire que ça ne sert à rien, l'expérience des autres. C'est ça le problème. À croire que nos élus, les gens qui décident, ne voient pas que ça n'a pas marché ailleurs. C'est tout pour avoir que des problèmes. On va au-devant, il a raison, on va au-devant de gros problèmes. Bon. Bien. Les gens qui voient, ils ne voient pas, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas voir. Mais lorsqu'il y aura des problèmes, on va encore chez midi à 14h. Mais les problèmes, c'est nous qui avons créé les problèmes. Allez, à plus. Merci beaucoup, Djeko. Vous appelez en direct ce matin, 8h49, Radio Pays. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le responsable de la CLCV. Bonjour. Oui, moi-même, je suis une habitante d'Azionaz. Mm-hmm. Je suis très concernée dans ce qui se passe. Azionaz, c'est Roura, c'est bien ça Roura, oui. Effectivement, en 97 311. Je vous pose la question, madame. Jusqu'à maintenant, il est 8h49, vous n'avez toujours pas eu d'eau? Si, il y a maintenant. La société guyanaise des eaux était passée ce matin. Oui. Ils font le prélèvement, mais ils ne sont plus là. Parce que le problème, c'est le problème avec la pompe. Mm-hmm. Parce que je suis dans le logement, ça fait plus que 12 ans. Cela signifie que la pompe est installée avant. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Quand il y a coupure d'électricité, il n'y a pas d'eau. En plus, maintenant, cette pompe-là, ça remonte à 3 ans. Lorsque ces bailleurs sociaux, c'était la Seine-Sama, ils savent très bien qu'ils devaient changer. C'est complètement enlever cette pompe-là. Parce que c'est pas bon. Maintenant, ce que j'ai pu constater lors de la réunion entre samedi et hier, qu'ils vont essayer de raccommoder, commander des pièces à Petit Saut ou bien sûr Cayenne pour venir arranger. Mais normalement, quand la Société guyanaise des eaux était là ce matin, ils n'ont pas ouvert l'endroit qu'il y a la cuve. Parce qu'à chaque fois, si c'est comme ça, pour essayer d'arranger, changer, raccommoder, piécer la pièce, on se trouve dans la même situation, monsieur. Calculez-vous, la toilette se trouve à l'intérieur de la cuisine dans la toilette. Quand il y a coupure d'eau ou bien quand il n'y a pas d'eau, c'est toujours la même chose. Moi-même, le responsable de la CLCV, je vous demande, s'il vous plaît, essayez de voir si on peut enlever cette pompe. Parce que c'est pas la peine de piécer, c'est pas une robe. On ne fait pas de raccommodage, c'est changer la pompe. Si on peut attendre, parce qu'ils disent que les habitants souffrent, parce qu'il n'y a pas de l'eau, ils ne peuvent pas laisser les habitants pendant un mois ou bien une semaine sans qu'ils peuvent rester. Non. On est habitué, c'est pas la première fois. Si on peut attendre, depuis mercredi soir, il n'y a pas de l'eau, si on peut attendre 4-5 jours, on peut attendre qu'ils changent cette pompe-là complètement, parce que cette pompe-là n'est pas bonne. Parce que moi-même, je suis bien placée pour vous dire, parce que quel que soit qu'il effectue certaines choses, moi-même, je suis toujours là.
comment dit le proverbe a dit, moi toujours chien devant, qu'à suivre tout ça et qu'à faire. Changer pompe là complètement, c'est pas bon. Merci beaucoup, madame. Vos appels en direct ce matin sur Radio Pays. Venez nous dire comment ça se passe également dans vos quartiers, parce que c'est vrai que nous on passe dans ces quartiers, on voit énormément de bâtiments qui sortent de terre, mais on ne sait pas ce qui se passe dans ces quartiers. Et Maya, pendant longtemps, le quartier Maya, ici à Matoury, avec les inondations, ça a toujours été, on va dire, le marronnier. C'était chaque année, on allait à Maya. On allait à Maya pour voir si c'était inondé, comment ça s'était passé. Entre-temps, ils ont réglé la situation. Parce qu'ils sont passés sur Radio Pays, qu'ils ont beaucoup rallié. On prend d'autres appels parce que visiblement, vous êtes très nombreux à vouloir dire des choses, s'il vous plaît, ce matin sur Radio Pays. On y va ensemble. Radio Pays, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, allez-y, c'est à vous. Oui, bonjour, c'est Franck. Salut Franck. Bonjour. Bon, donc je ne suis pas vraiment concerné, mais par contre, comme je suis dans la formation, dans le bâtiment, tout ça, M. Chrétien a dit quelque chose de véridique. Hein. Il faut viabiliser des terrains. Ce n'est pas possible, on ne peut pas concentrer. Je prends l'exemple de Cayenne. Cayenne est l'exemple type, hein, il y a je crois 24 km². Eh ben, à force de vouloir tout mettre, c'est-à-dire tout concentrer déjà en ville, toutes les administrations et tout, eh bien, à force, ça va donner ce que ça va donner là, maintenant. Et puis, donc je pense que viabiliser les terrains, il y a suffisamment de terrains en Guyane, de quoi créer de nouvelles zones, et afin de donner aux gens des logements décents. Voilà. Et puis, bon, il y a des choses, par exemple, il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure d'utilisation de banches, etc. Eh bien, ça restitue beaucoup de la chaleur, hein, le soir, ça c'est clair. Donc, et comme les problèmes maintenant il commence à prendre en compte les problèmes d'isolation de plafond, mais pas encore de façade. Donc, il y a tout ça, en fait, il y a plein de choses qui sont à mettre en œuvre ici, quoi. Ouais. Bon, le chantier est très grand, mais ce que a dit M. Chrétien tout à l'heure, concernant la viabilisation des terrains, il faut ouvrir des terrains, il faut, enfin, quand je dis il faut, mais il faut qu'effectivement qu'on mette les gens avec de bons logements, et je crois que l'acquisition de nouvelles parcelles de terrain seront plus que nécessaires. Et puis, il n'est pas possible, il n'est pas concevable que, enfin, moi, c'est ce que je pense, hein, entre un moment où on a décidé de faire comment dirais-je, une opération, il se passe quasiment presque 10 ans. Ouais, ça va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite, quoi. Alors pourquoi on ne peut pas aussi donner aux gens, par exemple, des logements à terminer, juste comme ça, comme ils ont fait à Saint-Laurent, et les gens ils aménagent aussi, et ça reviendra un peu moins cher. Comment le Suriname, il n'y a pas autant de HLM. Je ne comprends pas. Je n'ai pas vu beaucoup au Suriname. Oui, voilà. Et pourtant, ils sont, je crois, 600 ou 800 000, quelque chose comme ça. Et ça les dérange pas de rouler 1 heure par rapport au centre-ville et avoir une maison individuelle et avoir un petit bout de terrain avec. Oui, voilà. Donc, je pense qu'il faut. Il y a suffisamment de place pour tout le monde, mais on veut tout mettre dans le même package, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est partout pareil. À Saint-Laurent, c'est démentiel. Vous allez derrière le lycée, vous avez le nombre de milliers de personnes qui habitent là. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a toujours des problèmes de refoulement, comme l'a expliqué la dame tout à l'heure. Enfin bref, je pense qu'il faudrait ouvrir faire de l'acquisition de terrain et voilà, et s'étaler en fait. Je pense que c'est ça, c'est une des solutions. Voilà, et puis bien sûr, hein, comme a dit le monsieur précédemment, faire les routes, faire ce qu'il y a à faire, quoi, en fait. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour votre appel. Merci. À Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, en fait, monsieur, votre invité parlait des logements, ok, mais ce qu'il y a autour. Et finalement, je pense que dans structurer l'espace autour des logements, donc ça passe par des routes, ça passe par un ensemble de choses. Donc l'urbanisme, c'est tout ça en même temps qui doit être pensé, entre guillemets, en amont. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été fait. Et donc on se retrouve finalement avec, vous parliez de cela tout à l'heure, avec des kilomètres à plus d'heures, c'est-à-dire ça peut monter jusqu'à Maillard, vous imaginez, pour descendre à Cayenne, pour le boulot. Il y a un invité de Radio P qui avait dit que c'était une souffrance pour les gens, et ça l'est véritablement. Vous rajoutez à ça peut-être aussi, peut-être des gens qui finalement ont des problèmes de cohabitation, où finalement les gens ne se respectent pas forcément leurs colocataires, ou bien les autres personnes qui louent, avec peut-être beaucoup de nuisances sonores, ça a été relayé énormément. Donc vous voyez, on se retrouve avec peut-être un manquement au niveau de l'administration, des services publics, des élus, et aussi des manquements au niveau citoyen. Donc
vous parliez de, je vais reprendre le mot, bombe. Et finalement, ça peut être parfois créer des grosses frictions entre citoyens, quoi. C'est gros problème, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour votre appel. Alain Chrétien, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'en Guyane, on se dirige tranquillement mais sûrement vers une Guyane à 2 vitesses où ceux qui ont beaucoup d'argent pourront se payer de beaux logements, avoir de belles maisons et les autres vont devoir faire avec ce qu'on leur donne? Mais nous sommes déjà là-dedans. Hein. Nous sommes déjà là-dedans. Ceux qui ont les moyens peuvent s'offrir une villa ou des maisons cousues, mais les autres, ils sont à la traîne. Et c'est bien dommage. Et que nos décideurs n'ont pas compris cela. Ils ne l'ont pas compris. Loger, comme disait l'auditeur, décemment toutes les personnes qui font la demande. Et surtout, il y a un qui a parlé de mixité sociale, on ne pourra pas l'enlever, puisqu'il faut mettre tout le monde dans la même cité, à la même résidence. Il y avait un maire qui avait dit, pour lui, il n'y aura pas de mixité sociale dans sa commune, et finalement, nous voyons qu'il y a la mixité sociale. Et il y a le même problème qui se répand un peu partout. C'est la même chose. Quand on va à Saint-Laurent, et j'en ai discuté avec le directeur de cabinet du maire de Saint-Laurent pendant la convention d'Action Logement, je lui ai dit, il y aura une bombe sociale, puisque ce que produisent les bailleurs chez vous, vous l'avez accepté. C'est-à-dire qu'on sort uniquement des bâtiments. J'ai dit, mais il y a un produit qui est simple, c'est le LES, logement évolutif sociaux. Comme disait le monsieur, construire et la personne terminera le logement avec un coût moindre. On ne peut pas le faire dans ce département? On ne peut pas le faire? Non, c'est sérieux. On prend des appels. Il est 8h58, Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Donc, encore une fois, félicitations pour toutes vos émissions. Je voulais juste compléter par quelque chose concernant les enquêtes publiques. Alors, il faut savoir que les municipalités, lorsqu'elles procèdent à une révision générale ou simple de leur PLU, par exemple, elles doivent passer par des enquêtes publiques. Oui. Lorsque certains bailleurs ont des projets dont les seuils entrent dans le cadre des procédures d'enquête publique, ils ont l'obligation de mener des enquêtes publiques. L'enquête publique, pour rappel, c'est destiné à informer le public au sens très large. Donc les gens qui habitent dans les environs du projet et ceux qui sont susceptibles demain de venir habiter dans ces zones, dans ces bâtiments par exemple, dans ces logements. Ou dans ces quartiers, lorsqu'il y a aussi des équipements. Moi, ce que je peux dire, c'est que je ne peux qu'inviter et les associations et tous ceux qui vivent ces projets d'infrastructures, de construction, de logements et tout ça, vraiment de se manifester dans le cadre de ces procédures d'enquête publique ou des procédures donc d'information. Que là, il y a la possibilité de faire évoluer les projets ou de faire remonter quasiment toutes ces remarques-là que vous citez dans cette émission notamment. Vous avez la possibilité là de faire passer beaucoup de messages, voire d'influencer, de modifier des projets. Quelque part, vous dites que les questions qui peuvent être posées dans ces enquêtes publiques ne sont pas peut-être toujours les bonnes pour qu'on puisse avoir une véritable perception de tout ce qui peut être fait et du projet lui-même. Je prends un exemple. Lorsqu'une municipalité présente un projet de révision générale de son PLU, oui. Elle exprime sa vision pour sa commune à 10-15 ans. Donc, dans ce projet de révision générale, les règles d'urbanisme vont évoluer, de nouvelles zones vont changer de classification pour devenir, par exemple, constructibles. Des projets donc industriels ou, je sais pas, de décharge publique ou autre chose vont être posés là. Et des projets d'aménagement de routes, de grands axes, de boulevards urbains vont être présentés, proposés. Et c'est vraiment là il y a vraiment un temps qui est très court, parce que ça dure en général un mois et demi. Il y a un temps là pour que le public, de façon très très large, toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées et concernées par le projet puissent s'exprimer et faire évoluer, donner leur avis et faire évoluer le projet si nécessaire. Donc moi j'encourage tout le monde, tous les habitants, tous ceux qui sont concernés par ces situations d'urbanisme, de profiter de ces temps-là. C'est très court, mais il faut vraiment être à l'écoute pour s'exprimer et dire quelle est aussi leur vision. Merci beaucoup pour votre appel. On prend un dernier appel, 9h01 à Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame. Oui, juste pour vous rebondir sur le précédent auditeur qui parlait des enquêtes publiques, mais tout le monde n'a pas la même connaissance, par exemple pour le PLU,
tout le monde n'a pas la même manière de... Les enquêtes publiques, ce sont des documents assez techniques, assez difficiles à comprendre, et ça ne permet pas de donner un avis sur comment les habitations doivent se construire. Donc, c'était juste une parenthèse, c'est assez compliqué à... Il faudrait les simplifier, selon vous, pour permettre à tout le monde de comprendre? Il faudrait les simplifier et puis surtout mettre un document à la lecture. Tout le monde n'a pas la capacité de déchiffrer certains termes. Et c'est aux élus, enfin au maire qui est le principal élu de proximité, d'informer, d'expliquer, d'informer, quoi. Donc c'est vrai que certains maires font des appels à la population, mais tout le monde n'a pas le temps. Enfin voilà, il y a des inconvénients, il y a des impératifs que tout le monde ne peut pas s'en affranchir. Par contre, j'aurais voulu poser une question. Allez-y. Concernant les bailleurs sociaux qui sont sur le territoire et qui manifestement ne tiennent pas compte des besoins que peuvent exprimer certains locataires, moi j'aimerais comprendre pourquoi à chaque fois les maires retravaillent avec ces personnes-là, et s'ils le font, est-ce que c'est parce qu'ils sont obligés parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, mais s'ils le font, est-ce qu'il y a possibilité de demander à ces bailleurs-là, au vu de tout ce qui se passe dans d'autres collectivités, d'apporter des garanties ou des garanties ou d'imposer certaines manières de faire pour sa propre population, en tout cas pour attirer du monde, parce que de toute manière, et ça s'est passé pour Macoria, c'est compliqué pour certaines personnes d'y aller au vu de tout ce qui se passe au niveau de l'habitat. Donc, le fait de proposer des habitats qui ont des aspects positifs pour le bien-être et le bien-vivre, de toutes les manières, permettrait d'attirer toutes sortes de populations et permettrait justement la mixité. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Alain Chrétien. Oui, elle a parfaitement raison, la dame. Elle a résumé schématiquement tout ce que nous disons. Si vraiment les maires prenaient en compte les dossiers que déposent les bailleurs sociaux pour dire que moi je ne veux pas ce projet, revoyez votre projet. Je pense que la mixité sociale, comme vient de le dire cette auditrice, aurait une portée importante dans notre département. Mais ce n'est pas le cas. On essaie de faire, et je vais sans cesse le dire, construire vite et mal et loger des personnes pour dire voilà, on a construit. Et surtout ceux qui habitent dans des taudis, ce qu'on appelle entre guillemets l'informel, on essaie de les enlever pour que si c'est un terrain qui appartient à une collectivité ou à un privé où le bailleur veut s'accaparer, veut l'acheter, donc on va loger rapidement ces personnes et on construit mal. Vous étiez venu il y a quelques mois pour nous parler de ce problème qu'il y avait à Montlucas où on voyait entre midi et 2 des mères de famille qui n'avaient pas d'autre choix que de rester là avec leurs enfants et qui des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui étaient sous le kiosque ou bien qui étaient même dans les cages d'escalier. Les choses ont changé depuis quelques mois? Oui, ça a été, je ne dirais pas éradiqué, mais on ne voit plus ces personnes venir au pied des immeubles ou dans les kiosques, par exemple à Suzini, où le bailleur la Simco a fait enlever l'attention. Il n'y a personne. Donc, non, ça s'est assagi. Et je pense que c'est une très très bonne chose, que les locataires, les habitants étaient vraiment, vraiment embêtés par ce type de situation qui se faisait sur leurs fenêtres, comme on dit. Roura, vous pensez que ça va s'arranger? Alors, nous suivons cette affaire de près, puisque nous avons plusieurs locataires qui nous envoient des messages. Effectivement, la dame a bien expliqué, c'est le surpresseur qu'il va falloir changer. Et d'après le représentant de la Simco, ça va se faire aujourd'hui. Mais ce que vient de dire l'auditrice il y a quelques minutes, la SG2 est partie, parce que ce n'est pas la SG2, hein, ça n'appartient pas à la SG2, le surpresseur, ça appartient à la Simco. Donc, ils ont mis une barrette pour permettre aux locataires de prendre de l'eau, mais ce n'est pas la solution. Il faut que ce soit les locataires, tous les locataires, aient de l'eau dans leur appartement. O-News Radio sur outremernews.fr.